Bonjour à tous et toutes. Bonjour. 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 On fait rentrer progressivement les gens et puis on attend 5 minutes pour démarrer. Ça arrive. Ouais. On va bientôt commencer. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint en plein écran pour qu'on voie un peu plus gros? Oui. Affichage puis mode lecture. Mieux là? Parfait, merci beaucoup. Nous sommes 21, donc on avait quand même un peu plus d'inscrits. On attend encore 2 minutes et puis on démarre la présentation. D'accord. J'ai désactivé l'ensemble des micros des participants à la réunion, donc n'hésitez pas, pensez à les réactiver surtout et pensez à utiliser la fonction lever la main si vous souhaitez intervenir en cliquant sur réaction en bas de votre écran.
Je propose qu'on démarre. Il est 18h37. Il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de monde qui arrive. Bien, bienvenue à toutes et tous et merci d'être là pour cette réunion sur l'extension du stationnement payant dans le 7e arrondissement. Je suis Vincent Monod, élu du 7e en charge de la voirie et des mobilités. Et donc, on va vous présenter ce soir les extensions prévues en 2022. Je vais laisser la parole à Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, pour un mot introductif. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Valentin Lungenstrass, je suis adjoint donc, au maire de Lyon en charge des mobilités, de la logistique urbaine et des espaces publics. Même si ce soir, on parlera d'un sujet très concret et très localisé dans le 7e arrondissement et sur le stationnement des résidents. Je souhaitais juste vous dresser un portrait rapidement de la politique globale en matière de mobilité et d'espace public. C'était important pour moi de dresser un portrait voilà, un peu, en prenant un peu de hauteur. On a plusieurs sujets qui sont importants sur ce sujet des mobilités. D'abord, bien sûr, l'enjeu climatique, c'est-à-dire le secteur des transports étant le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, on a un enjeu particulier dans la lutte contre le changement climatique de réduire cette part-là. Comme vous le savez, le transport est aussi un des contributeurs à la pollution de l'air, celle de fond notamment, celle qu'on a tous les jours dans la métropole. Donc, on a un enjeu tout particulier et notamment avec la réduction effectivement des véhicules les plus polluants via la zone à faible émission, notamment de réduire la pollution de l'air pour améliorer la santé de nous tous. Et puis, on a des enjeux aussi très particuliers d'espace public. Parce que les destins sont liés, vous le savez, entre la question des mobilités et des espaces publics. On est dans une magnifique ville de Lyon qui a un urbanisme bimillénaire et donc voilà, de façade à façade, on a des espaces qui sont limités. Et donc, d'abord, on a une question de partage de l'espace public entre les différents modes de déplacement. Ça, c'est un premier élément, mais on a bien évidemment aussi un enjeu de partage de l'espace public qui ne soit pas forcément lié seulement à du déplacement, mais qui soit là aussi pour les habitantes, les habitants, pour la végétalisation, dans le 7e en l'occurrence aussi pour la collecte des biodéchets sous différentes manières, etc. etc. Donc on a vraiment, il est important de comprendre que la question des espaces publics est intrinsèquement liée à celle des mobilités. Et notre plan pour cela, c'est ce qu'on appelle souvent de développer un bouquet d'alternatives à la voiture individuelle thermique, c'est-à-dire vraiment de développer fortement d'abord les infrastructures, les services, les solutions qui sont proposées pour se développer, pour se déplacer mieux ou autrement, et puis aussi les services associés, les tarifications associées, notamment si on parle de certains services payants. Donc ça passe bien sûr par l'amélioration de la marche, tant de l'entretien des trottoirs, des augmentations des trottoirs ou des améliorations dans les carrefours, la réduction des panneaux et autres sur les trottoirs, etc., les piétonisations de certains tronçons de rue. Ça passe par le développement du vélo naturellement avec le projet des voies lyonnaises qui s'entame aujourd'hui justement dans le 7e arrondissement au niveau des quais, avec un réseau d'infrastructures très importantes, avec des services associés aussi sur le stationnement en voirie, sur le stationnement sécurisé, sur les ateliers de réparation, sur un accompagnement des étudiants, etc. Ça, c'est la partie vélo. Un développement sans précédent de l'ordre de 2,5 milliards d'euros aussi sur les transports en commun, sur les infrastructures, avec 3 nouvelles lignes de tramway, des bus à haut niveau de service, des améliorations aussi sur les bus existants, que ce soit en termes de performance, mais aussi en termes de confort et de matériel pour rendre les bus aussi très compétitifs. 7e arrondissement, vous avez le projet notamment T10 qui reliera la Altony-Garnier à Gerland, puis à Saint-Fond et à Vénissieux, par exemple. Et puis, sur les transports en commun, on a un enjeu aussi particulièrement sur l'accessibilité au transport. Et donc, on a d'ores et déjà mis en place des tarifications avec une simplification du ticket famille, des tarifications solidaires spéciales pour les personnes au bas revenu, soit gratuites, soit à 10 € par mois. On a réduit les tarifs pour les étudiants, justement. Donc, on a déjà mis en place un certain nombre de tarifications.
Et puis ensuite, on a d'autres enjeux pour les usages occasionnels de la voiture. Rappelons-le, 40% des ménages lyonnais qui n'ont pas de voiture aujourd'hui. Évidemment, il y a des usages occasionnels de la voiture qui existent, que ce soit pour aller chez Ikea, pour passer un week-end chez des amis ou tout autre scénario. Là, il y a un scénario économique qui est intéressant, qui est l'autopartage, c'est-à-dire des véhicules qui sont disponibles effectivement d'une manière efficace, bien maillée, pour être utilisé. Ça peut être de privé à privé. Il y a aussi un certain nombre de sociétés qui sont développées et on les développe aussi justement pour avoir un maillage parfait pour que quand on souhaite avoir un véhicule, on en a à disposition à proximité de chez soi. Donc aujourd'hui, on a notamment Cities, Yé et Leo & Go qui sont disponibles à Lyon. On en aura prochainement aussi d'autres. Donc voilà, ça c'est pour les usages occasionnels de la voiture. Et puis, bien évidemment, il y aura tout un tas de personnes qui ne pourront pas forcément, de personnes et d'entreprises qui ne pourront pas forcément se passer de la voiture au quotidien pour l'instant. Et donc là, l'idée, c'est d'inciter au covoiturage, notamment au covoiturage du quotidien. On a une plateforme encovoitegrandlyon.com qui permet justement, grâce au numérique, de mettre en lien davantage les personnes. Et puis, il y a le passage aussi à la mobilité électrique avec, vous l'avez vu, le développement de bornes électriques aussi en voirie, mais aussi dans des espaces privés, justement pour offrir des solutions. Voilà, ça, c'est d'une manière très rapide le bouquet d'alternatives à la voiture. On pourrait dire bien d'autres choses, mais c'est important en tout cas de lier ces enjeux de mobilité aux besoins du quotidien, à l'amélioration de la qualité de vie, tant par la mobilité que par les espaces publics aussi. Voilà, je vous remercie. Merci Valentin. Nous allons donc commencer la présentation à la slide suivante. Alors, je vais vous dire un petit bout en fait de la philosophie un peu de cette extension de stationnement payant et puis de ce que ça implique pour vous, les résidents du 7e arrondissement. Et puis après, je laisserai la parole à Céline Marolo et Yann Pachu des services de la ville de Lyon, de la direction de la mobilité pour vous détailler un petit peu les modalités pratiques et puis le calendrier et les périmètres projetés. Voilà, donc cette extension du stationnement payant, elle va nous permettre dans le 7e arrondissement de viser plusieurs objectifs. Aujourd'hui, le stationnement payant se limite à une moitié nord environ du nord du 7e arrondissement, donc au nord de Berthelot. On a la moitié ouest, c'est-à-dire un petit peu à l'ouest de Jean Jaurès, qui est déjà réglementé en stationnement payant. Et nous souhaitons aujourd'hui étendre ce stationnement payant à l'autre moitié est, c'est-à-dire les quartiers Saint-Louis et Blandan. Nous le verrons après plus en détail sur la carte. Ce stationnement payant, alors il a plusieurs buts. Il vise tout d'abord à influer sur le choix du mode de transport. Comme Valentin l'a dit, on souhaite fortement encourager la marche, le vélo, les transports en commun. Et donc, le stationnement est l'un des facteurs qui influent sur le choix du mode de transport, notamment des visiteurs, du stationnement pendulaire, donc les gens qui vont travailler notamment. On sait que quand on doit aller faire ses courses, quand on doit aller visiter des amis, le fait d'avoir un stationnement payant joue sur le choix du mode de transport. Cela permet aussi d'améliorer les capacités des places disponibles et de favoriser la rotation des véhicules. On a dans ces zones de stationnement payant une forte diminution du phénomène de voitures ventouses qui embolisent l'espace public, qui dans notre arrondissement assez dense et rare. Et donc, il y a un vrai enjeu à favoriser cette rotation, à permettre aux gens qui ont besoin d'une voiture de façon régulière ou de façon occasionnelle à trouver une place de stationnement quand ils ont besoin. Ça peut être un client qui se rend dans un commerce, une personne âgée qui va visiter des amis. Je pense que vous avez tous fait le constat que quand on est dans une zone de stationnement payant, on trouve des places de façon beaucoup plus facile que dans les quartiers entièrement gratuits. Ça va permettre également de renforcer l'usage des parkings privatifs. On a dans notre arrondissement quasiment autant de stationnements privés, donc à domicile, que de voitures. Et on constate en fait une moindre occupation des stationnements privés en sous-sol dans les immeubles notamment, quand l'espace public est gratuit. Et donc, la mise en place du stationnement payant va faire en sorte que les gens vont plus facilement rentrer leur véhicule dans leur stationnement privé
et vont libérer ces places précieuses en voirie pour ceux qui en ont vraiment besoin, qui n'ont pas de stationnement ou qui font une course, par exemple. Donc tout ça, ça rejoint l'optimisation de l'occupation de l'espace public. Aujourd'hui, on a des quartiers très denses, on a beaucoup de projets dans l'espace public, que ce soit pour améliorer le confort des piétons, pour végétaliser nos quartiers, pour créer des aménagements cyclables sécurisés. Et donc, on voit qu'année après année, en fait, on est obligé de réduire le stationnement en voirie. Aujourd'hui, la voiture occupe quand même, selon les rues, vous faites tous le constat que les rues sont occupées de 50 à 70% par la voiture, si on compte les files de stationnement, les files de voirie. Donc, c'est bien sur cet espace-là que sont les marges de manœuvre pour dégager de la place pour d'autres usages comme ceci. Donc, via le stationnement payant, on va optimiser l'occupation de l'espace et donc permettre de dégager des marges de manœuvre pour d'autres usages qui sont aujourd'hui indispensables. Voilà. On a un dernier point qui va être l'amélioration de la sécurité des déplacements et puis un meilleur respect des emplacements réservés. De par en fait, la présence des agents de surveillance de la voie publique dans les zones de stationnement payant, là, on va avoir une proportion beaucoup moins élevée de stationnement anarchique, de stationnement très gênants qui mettent en danger les piétons ou les cyclistes, ou alors qui embolisent les aires de livraison et les places de personnes à mobilité réduite. Et donc, un meilleur respect des règles dans ces zones. On a en vert quelques chiffres en ce qui concerne le nombre de véhicules qui utilisent des places dans les zones. Et on voit que dans les zones payantes, une place de stationnement sert à beaucoup plus de véhicules. On a là entre 4 et 6 dans les zones, dans les secteurs commerçants, alors qu'en fait, on a uniquement 2 véhicules par place dans les zones gratuites, qui montrent bien qu'on a là des véhicules ventouses en fait, qui ne bougent pas du matin au soir et qui vraiment occupe de façon abusive l'espace public. Donc, c'est ça que l'on veut réduire, bien sûr. Voilà. Et puis, un petit graphique qui vous montre les conflits d'usage entre les différents types d'usagers, où on vous montre un petit peu ce qui se passe dans les zones gratuites, où on va avoir la nuit les résidents, et puis le matin, un départ de quelques résidents qui vont être occupés par des véhicules pendulaires, donc qui arrivent le matin, qui partent le soir. Et puis ce qui se passe, c'est que pour les visiteurs ou le soir, il y a très peu de places disponibles pour les personnes qui en ont besoin. Donc c'est ce phénomène-là que va permettre de régler la mise en place du stationnement payant. Voilà, quelques chiffres sur le stationnement en voirie à Lyon. On a plus de 80 000 places dans Lyon et on voit que à peu près moitié-moitié sont en payantes ou gratuites, alors qu'à Lyon 7, on est quand même en retard par rapport à ces moyennes avec seulement un tiers des places payantes. Voilà, je vous l'ai dit, ça concerne le secteur ouest du nord du 7e. Et on va, à travers l'extension qu'on va vous présenter ce soir, rééquilibrer ça avec 2600 places additionnelles qui passeront en payante et ça nous permettra de revenir à peu près dans la norme de Lyon. Cette extension du stationnement payant, c'est quelque chose qui est en cours dans tout Lyon, hein, pas que dans le 7e arrondissement, mais on a quand même de fortes ambitions dans le 7e arrondissement où on constate un phénomène vraiment de stationnement pendulaire de par en fait, le faible nombre de stationnements de places payantes dans notre arrondissement. Nous commençons cette année en 2022 donc, par le nord de l'arrondissement et puis nous descendrons progressivement dans les années suivantes vers le sud, mais nous aurons l'occasion de vous présenter ça dans les années qui viennent. Voilà, je vais laisser la parole à Céline Marollo et Yann Pachu pour vous présenter plus en détail l'extension prévue. Merci, Monsieur Monod. Donc, bonjour à tous. Je suis Céline Marollo. Je suis la responsable du service stationnement sur voirie et livraison à la direction de la mobilité urbaine à la ville de Lyon. Et je suis accompagnée de mon collègue Yann Pachot,
qui va se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je suis technicien au service stationnement de la mobilité urbaine sous la responsabilité de Céline Marot. Donc, ce soir, nous venons vous présenter le projet d'extension du stationnement sur voirie dans le 7e arrondissement. Comme l'a dit M. Monod, il y aurait donc aujourd'hui, il y a 4650 places payantes, dont une majorité en zone tempo avec 3737 places. On a effectivement un nombre de places de stationnement payant, une proportion qui est bien inférieure à la moyenne de tout Lyon, puisqu'on est à peu près à 53% sur Lyon. Ici, on a une trentaine de pourcents. On a eu plusieurs vagues d'extension sur le 7e arrondissement depuis les années 2000. Voilà, donc ça s'est étendu voilà, depuis Jean Massé, Jean Jaurès, Guillotière, Berthelot. En 2005, on a complété Guillotière et le secteur Sébastien Griffe. En 2013, il y a eu une extension sur le secteur Fontenay et de Bourg. En 2017, la route de Vienne et en 2019, la dernière, donc l'avenue Berthelot. Voilà, donc on a effectivement une pression en stationnement qui s'est observée sur toutes les franges et les limites qui sont restées gratuites. C'est un phénomène qui est assez classique et c'est aussi pour ça qu'on propose une extension du stationnement payant pour cette année. Voilà, alors on voulait faire un zoom sur le stationnement résidentiel dans le 7e arrondissement. Donc aujourd'hui, on a deux secteurs résidents. Nous avons le secteur 13 qui compte 2063 résidents actifs avec plus de 3000 places, presque 4000 qui sont ouvertes au tarif de stationnement résidentiel. Et puis, il y a aussi 173 places qui sont interdites au tarif résident. Voilà. Donc, les personnes qui habitent sur ces rues interdites au tarif résident peuvent bénéficier du statut, mais ne peuvent pas y stationner parce que ce sont des axes où la rotation est nécessaire. C'était juste une petite parenthèse. Dans le secteur 15, qui est bien plus réduit, aujourd'hui, il y a 23 résidents, 148 places ouvertes au tarif et 52 places donc sur l'axe commerçant qui sont interdites au tarif de stationnement résidentiel. Un zoom sur l'occupation du stationnement sur voirie dans le 7e arrondissement. Ça, c'était important pour vous donner une photographie du fonctionnement du stationnement à Lyon, dans le 7. Donc déjà, peut-être parler des chiffres au niveau de la ville de Lyon. En moyenne, hein, l'occupation globale est à 76%. Si on regarde les ratios du CEREMA, on peut considérer qu'autour de 80%, voire en dessous, on est dans des conditions de stationnement faciles. Et on voit aussi que dans le 7e, on est dans la même tendance. Donc, j'ai envie de dire, globalement, ça fonctionne bien et l'occupation est correcte. Après, quand on regarde dans le détail, on peut voir que sur certains axes ou certaines portions d'axes, voilà, il y a des conditions qui peuvent être parfois compliquées pour se stationner. Donc, c'est assez aléatoire et c'est aussi pour ça que le contrôle, les conditions de contrôle sont importantes pour avoir des conditions de stationnement et d'occupation homogènes. Concernant l'extension qui est proposée dans le 7e arrondissement, donc on serait sur une réglementation tempo, sauf pour la grande rue de la Guillotière qui restera en presto, pardon. Donc le périmètre est celui-ci, hein, c'est toute la zone bleue. Donc ça serait tout ce qui concerne l'est de l'avenue Jean Jaurès, tout ce qui a sous le cours Gambetta, ceinturé par le boulevard des Tchécoslovaques et puis aussi par l'avenue Berthelot. Ce qui représenterait à peu près 2600 places payantes supplémentaires pour votre arrondissement. Concernant l'extension donc pour les secteurs résidents,
on propose de faire une modification de secteur résident, à la fois pour avoir un équilibre dans les usages, mais également anticiper l'avenir, comme l'évoquait M. Monod, sur les futures extensions qui vont arriver dans le mandat. Donc, sur la nouvelle zone qui serait créée, hein, la zone numéro 16, qui concerne principalement tout le secteur d'extension, on a une partie des résidents qui sont aujourd'hui en secteur 13 qui basculeraient dans ce secteur 16, voilà, pour se rapprocher finalement d'un bassin de vie à l'échelle du quartier et avoir une logique d'usage plus adéquate et leur permettre aussi d'avoir une offre plus importante. Donc, on aurait 250 résidents qui seraient concernés par cette nouvelle affectation de zone. Concernant la zone numéro 17, là, on a environ 10 résidents qui sont concernés, qui sont actuellement dans la zone 13 et qui basculeraient dans cette zone 17 en anticipation de l'extension qui arrivera en 2023 au sud-est de cette zone. Sur les modalités pratiques du stationnement sur voirie, donc le stationnement payant, aujourd'hui, il est réglementé de 9h à 19h. Les dimanches, les jours fériés et le mois d'août ne sont pas concernés par le payant. Le tarif visiteur tempo, alors au niveau des grands, on va dire des grands pas tarifaires, c'est 50 centimes d'euros la première demi-heure, 4 € les 3 premières heures et 35 € les 10 heures. Pour le tarif résident, pour être résident, on doit d'abord avoir un droit annuel de stationnement résident qui est de 40 € pour le premier véhicule, minoré à 20 € pour tout véhicule qui dispose d'une vignette critère verte. Voilà, donc c'est les véhicules qui sont 100% électriques ou hydrogène, ou alors les véhicules qui sont critère 1, voilà, pour les véhicules qui sont hybrides rechargeables. Et il y a également un droit annuel possible pour un deuxième véhicule. Ce droit annuel est de 60 €. Ensuite, pour pouvoir stationner sur la voirie, vous avez votre droit annuel, vous devez vous acquitter d'un forfait qui peut être pris à la journée pour 2 €, à la semaine pour 6 € ou au mois pour 20 €. En cas de non-paiement du stationnement, il y a un forfait post-stationnement qui est appliqué en cas de non-paiement total du montant de 35 € qui correspond à la durée maximum de stationnement de la zone, à savoir les 10 heures. Et en cas de paiement insuffisant, donc si voilà, vous dépassez, dans ce cas-là, le montant du dernier ticket est déduit du montant du forfait post-stationnement. Toujours concernant les modalités pratiques, donc pour accéder au droit résident, c'est sur justificatif. Donc, comme on l'a vu, 2 droits peuvent être attribués par foyer. Cela ne concerne que les résidences principales et le droit est valable 1 an, glissant à compter de son paiement. Donc, les démarches peuvent se faire en mairie d'arrondissement, mais vous trouvez après tous les renseignements sur les modalités pratiques sur le site de la ville, lyon.fr, rubrique déplacement. Lyon en direct a également la possibilité de vous renseigner sur vos démarches. Et concernant le paiement des tickets et des forfaits, pardon, donc ça se fait sur Eurodateur, voilà, dans la zone résidente, bien sûr, correspondant à votre habitation. Donc, en l'occurrence, secteur 16 ou 17. Et puis, il y a également la possibilité de payer de façon dématérialisée à partir, d'ailleurs, du 1er mars, ce sera avec l'application Flowbird App, puisque aujourd'hui, nous avons le service Pay by Phone qui est actif et il y a un changement d'opérateur qui va être effectif à partir de la semaine prochaine. Et ça sera sur cette application Flowbird App que vous pourrez prendre vos tickets de stationnement. En ce qui concerne le calendrier, donc il y a un courrier d'information qui va être distribué aux riverains courant du mois d'avril. Le marquage des mots payants et l'implantation des eurodateurs sur la voirie seront faits en avril et en mai.
Et pour obtenir votre droit de stationnement résident, vous pourrez vous présenter en mairie d'arrondissement à partir du 1er mai, un mois avant la mise en payant qui est prévue le 1er juin. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, merci Madame Marolo. Et effectivement, je pense qu'il y a différentes questions qui commencent à arriver, qui vont vous concerner. Donc, alors, n'hésitez pas à lever la main, voilà, comme M. Partosa le fait, pour prendre la parole. Je vais reprendre les questions qui sont déjà dans le chat pour apporter des précisions. Alors, la première question de Hélène me demandait en fait comment je savais que les stationnements privés ne sont pas ou peu utilisés en zone gratuite. Alors, ils sont utilisés, hein. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas utilisés, mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs sources, plusieurs enquêtes qui nous montrent que plus le stationnement en voirie est facile et gratuit, moins les gens ont le réflexe, que ce soit pour une journée ou pour quelques heures dans la journée, de rentrer leur véhicule, ce qui a tendance quand même logiquement en fait, à utiliser une place en voirie alors qu'une place est disponible en sous-sol. Et c'est bien contre ce phénomène que nous essayons de lutter, parce que on préfère que les véhicules soient rangés en sous-sol et avoir de la place dehors pour ceux qui en ont besoin ou pour d'autres usages, comme on l'a dit. Et puis là, ça me permet en fait de rebondir sur quelque chose que j'aurais pu dire. Aujourd'hui, contrairement à ce que l'on peut penser, même en ayant une réduction des places de stationnement en voirie, on a au global, surtout dans un arrondissement dynamique comme le nôtre, une augmentation générale du nombre de places de stationnement, si on fait le cumul entre les places en voirie et les places à domicile chez les gens, avec un phénomène naturel de renouvellement urbain qui est très fort dans notre arrondissement, avec la destruction d'anciens immeubles reconstruits par des nouveaux avec garage. Donc, vraiment, on a deux phénomènes là qui se conjuguent, à la fois une baisse, une démotorisation des ménages. On a de moins en moins de foyers qui possèdent une voiture. Aujourd'hui, on estime que 40% des foyers sur le 7e n'ont pas de véhicule. Et puis, une augmentation du nombre de stationnements privés, ce qui nous permet de dégager là des marges quand même pour mieux partager l'espace public vers d'autres usages. Nous avions également une question, alors Madame Marolo, je vous laisserai répondre sur la définition du stationnement interdit aux résidents. On en a parlé effectivement. Et puis une différence entre tempo et presto. Alors Valentin Lugenstrass a déjà répondu, hein, c'est deux zones différentes avec des tarifications différentes. Donc, la zone presto, plutôt dans les axes importants et les zones commerciales pour favoriser une meilleure rotation. Alors oui, donc du coup, pour répondre à la première question hein, sur les rues, les voies interdites au stationnement résident, donc c'est des voies qui sont interdites pour les titulaires du droit résident à stationner avec leurs droits, parce que ce sont des axes commerçants où il y a besoin d'avoir de la rotation. Et le stationnement résident permet de stationner H24 sur la même place, voilà, à un tarif privilégié. Donc, afin de permettre et de favoriser l'accès au commerce, aux activités, on interdit tout simplement les résidents de stationner dans ces voies parce que sinon, ils occuperaient toute la journée la même place. Et toute la journée, la même place serait occupée par le même véhicule. Voilà, c'est vraiment pour permettre d'avoir un accès au commerce et dynamiser l'activité. Merci. Et une dernière question du chat avant de donner la parole à M. Partosa. Pour les riverains qui sont en limite donc, de zone d'un secteur résident, peuvent-ils avoir accès au secteur voisin? Donc, la réponse est non, hein, je crois. Tout à fait, la réponse est non. Alors, c'est vrai que le périmètre résident est effectivement calqué sur le périmètre payant pour la simple raison qu'on fait tout pour conserver vraiment un juste équilibre entre l'offre et la demande de stationnement et ouvrir plus largement le périmètre résident, mettre en place cet équilibre. Il est de mauvaise qualité ce truc, il n'est pas payé cher. Alors, attention à vos micros. Voilà. Excusez-moi, Madame Marolo. Voilà. Non, mais j'avais D'accord.
Et voilà, c'est vraiment pour une question d'équilibre entre l'offre et la demande de stationnement. D'accord, merci. Monsieur Perteza, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. En fait, c'est deux petites réflexions là que je me fais. Alors, j'ai relevé là sur une vue, donner des capacités de stationnement pour les résidents et réorienter les usagers vers leur parking privatif. Bon, c'est bien, vous avez raison. Hein, dans la mesure où on a un parking privatif, autant se garer à l'intérieur. Mais pour moi, il y a une petite ambiguïté. Puisque vous souhaitez diminuer donc ces places de stationnement gratuites, mais en même temps, c'est une réflexion que vous connaissez, enfin pas spécialement pour vous, vous diminuez le nombre de parkings privatifs dans les immeubles qui sont appelés à se construire prochainement. Deuxième réflexion, concernant le tarif résident réduit à 20 € pour les véhicules critères 0 électriques et 1, mais spécialement les hybrides rechargeables. Vous savez comme moi que ce sont aujourd'hui les véhicules les plus coûteux. Donc, est-ce que c'est quand même pas une différenciation que vous faites là par l'argent? Donc, ce n'est pas très populaire ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais répondre sur la partie technique, si vous voulez bien. D'accord. Concernant les places de stationnement gratuites qui diminuent et la question de l'offre privée, je voulais juste vous apporter une information. Quand on a passé la vignette de stationnement qui était avant gratuite et qu'on l'a rendue payante, on s'est aperçu finalement qu'il y avait une diminution forte de cette deuxième vignette qui est passée de 20% à 9%. Donc, on peut penser qu'il y avait beaucoup de vignettes de confort à l'époque et que finalement, le stationnement privé était utilisé pour autre chose et que cette vignette à l'époque était utilisée pour stationner son véhicule et profiter de son espace privé pour soit y stopper autre chose, soit accueillir peut-être des visiteurs ou de la famille occasionnellement. Donc ça, c'était une première information. Et c'est vrai que c'est aussi important de pouvoir gérer l'espace public en se disant l'espace, il est aujourd'hui rare, donc il a aussi une certaine valeur. Et c'est très important de pouvoir le partager avec les différents usagers. Donc, dans les enquêtes d'occupation, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué, où on avait beaucoup de stationnements résidents en 2015, notamment sur voirie, au-delà de 50%. Et on n'avait plus de place pour les visiteurs. On n'avait plus de place dans certains quartiers pour les professionnels. Donc, encore une fois, c'est vraiment une politique qui est orientée pour le partage de l'espace public. Et ça commence par la voirie. Oui, non, mais d'accord, vous faites une réponse. Non, mais on va répondre en deux temps. Effectivement, on va vous répondre sur le reste. Est-ce que… Oui, non, mais c'est une réponse technique, c'est bien, c'est d'accord, mais ça n'empêche pas que ce soit des gens qui viennent en visite ou pas, c'est réservé quand même à une élite. Qui est-ce qui aujourd'hui se paye des véhicules pareils, hybrides, rechargeables ou électriques? Vous savez comme moi que c'est très cher. Alors, c'est ça, je veux dire, si vous voulez, pour moi, si vous voulez, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on favorise ceux qui ont des véhicules électriques et des véhicules donc très chers. Voilà, c'est surtout là-dessus que je veux en venir. Okay. Il y avait aussi une partie de la question, effectivement, sur les nouveaux immeubles avec, dans certains cas, une réduction des places de stationnement. Est-ce que M. Lingastras veut apporter une précision là-dessus? Oui, absolument. Je veux bien répondre sur ces deux éléments. D'abord dire que sur les nouvelles constructions, effectivement, parce que vous avez parlé de réduction de places, mais effectivement, il y a dans les nouvelles constructions des nouvelles normes minimales qui sont intégrées au plan local d'urbanisme
Donc, dans ce qui sera nouvellement construit, il y aura, conformément à la tendance déjà engagée, de motorisation en baisse depuis une vingtaine d'années à peu près à Lyon, il y aura effectivement moins d'obligations et moins de places de stationnement donc, qui seront construites en souterrain. Ça, c'est pour les nouvelles constructions. Il n'y a pas de suppression naturellement dans l'existant. Et il y a d'ailleurs plutôt une volonté de notre part de mieux mutualiser l'existant. Il y a un certain nombre de copropriétés qui ont déjà recours à des services comme LPA&Co, Zenpark, YesPark, Bipark ou autres, qui sont justement des entreprises qui permettent à des copropriétés qui ont par exemple justement une motorisation assez faible, mais qui ont un parking, qui ont par exemple 5 places qui sont assez peu utilisées, eh bien, de les mettre à disposition, par exemple, des personnes qui sont dans les immeubles voisins et qui n'ont pas forcément cette opportunité-là. Donc voilà, ça c'est sur ce point-là. Sur le point de la différenciation, aujourd'hui, effectivement, il y a une différenciation légère entre l'accès à la vignette. C'est bien l'accès à la vignette, ce n'est pas le prix mensuel qui est forcément différent aujourd'hui, mais c'est l'accès à la vignette. La vignette coûte 40 € pour les véhicules de tout type et 20 € pour les véhicules thermiques. Pourquoi ça a été mis en place par le passé, on n'était pas là, mais parce qu'il y avait une volonté de favoriser effectivement les véhicules électriques qui polluent moins localement sur l'air lyonnais et donc qui contribue effectivement à la lutte contre la pollution de l'air local. Voilà, ça c'est un élément important. Aujourd'hui, vous avez raison sur les dernières années, les véhicules électriques ou hybrides rechargeables étaient, je dirais même plutôt, des véhicules plutôt haut de gamme. On arrive maintenant, malgré tout depuis 2 ans, exactement, je ne sais pas, à des véhicules qui sont effectivement électriques et bien moins chers. Monsieur Kada ou Kadas met dans le chat effectivement l'exemple de la Dacia Spring qui coûte, alors il ne me semble pas forcément 12 000, mais enfin, en tout cas effectivement moins de 20 000 € neuf. Il y en a d'autres et avec les aides, que ce soit de l'État ou de la métropole aussi en cas de mise au rebut d'un véhicule prochainement, on arrive effectivement à, en fonction des revenus d'ailleurs, à des coûts bien moins chers. Juste un point aussi, on a une réflexion qui est engagée, mais on verra comment elle aboutira, mais on a une réflexion engagée aussi pour mettre en place éventuellement des tarifications sociales, comme on a pu le faire justement, comme je l'ai évoqué, sur les transports en commun, sur un certain nombre d'autres services aussi sur ces aspects-là pour continuer à accompagner effectivement dans cette transition des mobilités. C'est quelque chose qu'on réfléchit. Merci. Madame Marulou, est-ce qu'on peut se remettre sur la carte? Nous avons quelques questions dans le chat, toujours sur cette différenciation entre les zones Presto et les zones Tempo. Donc voilà, on voit bien que tout sera en zone Tempo, sauf certains grands axes comme la grande rue de la Guillotière, qui, elle, est déjà en fait en zone Presto et qui le reste. Et donc une question qui était comment en fait ces voies sont matérialisées? Est-ce que le marquage au sol est particulier? Donc non, je ne crois pas que le marquage au sol soit particulier. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de la signalisation, les rues payantes comportent les mots payants au sol. En revanche, en ce qui concerne la zone, on l'identifie sur les horodateurs, puisqu'il y a une petite vignette sur l'horodateur qui précise si on est en zone Tempo ou en zone Presto. Donc, sur le terrain, vous pouvez le voir. Et ensuite, sur le site de la ville, on a également toutes les informations ou sur les applications de paiement dématérialisé. Voilà, donc c'est bien l'horodateur qui marque la zone Tempo ou Presto. Une autre question en fait sur l'utilisation du disque de stationnement en fait dans la ville de Lyon. Il ne me semble pas que ça soit beaucoup utilisé. Est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse? Alors, il n'y a pas de zone bleue dans la ville de Lyon, donc ça c'est clair. Les seuls disques qui sont utilisés à Lyon, ce sont les disques pour l'arrêt et non le stationnement, pour l'arrêt sur les aires de livraison qui sont limités à 30 minutes. Très bien, merci. Nous avons une demande de parole de Noémie. Oui. Vous m'entendez? Très bien.
Bon, ce n'est pas Noémie, c'est René Marquand. Oui. Excusez-moi, j'ai un problème avec l'étiquetage de mon micro. Je voulais simplement dire que vous avez rappelé en début de diaporama que le premier développement du stationnement payant date de 2005 sur la Guillotière. Et le positionnement à l'époque du conseil de quartier a été très clair en 2009, puisqu'en 2009, le conseil de quartier de la Guillotière demandait la généralisation du stationnement payant sur l'ensemble du quartier. Et on est aujourd'hui en 2022, donc il a fallu un certain temps. On a regretté beaucoup qu'il y ait un tel retard sur ce secteur pour l'implantation et le développement du stationnement payant. Et aujourd'hui, personnellement, je me réjouis qu'on y arrive au mois de juin cette année. Ceci étant, la commission voirie, le nouvel atelier voirie du conseil de quartier qui est animé par une nouvelle équipe depuis le mois d'octobre, n'a pas encore l'occasion d'aborder sérieusement cette question du stationnement. Je pense que ça sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion probablement, et on sera amené probablement à exprimer un avis ou des remarques si ça paraît nécessaire à ce moment-là. Mais pour l'instant, pour l'essentiel, je me réjouis de cette décision rapide. Une petite question, est-ce qu'on disposera du diaporama en diffusion large rapidement? Voilà. Oui, merci René. Alors, effectivement, hein, ce calendrier 2022, il a été conçu, en fait, on a, comme je l'ai dit, de fortes ambitions, notamment dans le 7e arrondissement, d'extension du stationnement payant. Et voilà, il faut savoir que la mise en place d'un stationnement payant comme celui-ci demande quand même beaucoup d'engagement de la ville et de la métropole. Ça inclut les eurodateurs, ça inclut le marquage au sol. Et donc, des fois, ça paraît rien, mais ça a quand même un coût, que ce soit financier ou un coût d'études et de ressources humaines qui parfois sont assez méconnues. Et donc, on est forcément limité dans le périmètre annuel des extensions payantes. Et donc, il y a des choix qui sont faits dans les arrondissements. Et en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que cette extension se poursuivra dans les années futures pour descendre dans le sud de l'arrondissement. Mais voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler et puis je participerai volontiers aux prochains ateliers voirie du conseil de quartier. Et concernant le diaporama, je ne pense pas qu'il y ait de problème à le diffuser étant donné que cette réunion est retransmise sur Internet. Alors, en tout cas, on vous dira ça rapidement. Alors, quelques questions dans le chat. Les aires de livraison peuvent être utilisées par tout le monde sous réserve de mettre le disque au rodateur. Non, les aires de livraison sont bien réservées aux professionnels. Avec une petite précision, pas seulement aux professionnels, hein, si je ne me trompe pas, Céline Marolo, mais aux personnes qui sont dans une situation de charge ou décharge. Oui, absolument. En fait, c'est bien l'usage qui est réglementé pour les opérations de chargement et de déchargement, dans le respect de la règle des 30 minutes, avec une utilisation obligatoire du disque. Très bien, merci. Je souhaitais répondre, Vincent, si tu me le permets, à la question complémentaire sur les disques. Les disques, qui sont cette réglementation s'appelle la zone bleue. Donc, quand cela fonctionne avec des disques, c'est effectivement utilisé dans un certain nombre de communes en France, et notamment un certain nombre de communes moyennes, et en particulier dans les zones commerçantes. Ça fonctionne bien dans ces endroits-là parce que voilà, c'est souvent un nombre assez ramassé de places de stationnement dans ces cœurs vraiment de ville, et avec voilà, une rotation du coup grâce au disque qui est permise. Et voilà, vu que c'est une zone assez limitée, et puis selon les moyens de la commune, voilà, un contrôle qui peut être présent ou pas, ça fonctionne à peu près. À Lyon, et en particulier dans le centre de Lyon, et là on est quand même dans le centre de Lyon, dans un espace avec des forts usages, c'est quelque chose qui
a atteint ses limites, très clairement. On a des équipes d'agents de surveillance de la voie publique, bien sûr, qui sont disponibles sur le territoire de la ville de Lyon, mais justement, avoir ce système de disque-là, alors qu'il y a vraiment, sur certains axes, beaucoup d'usages et aussi, du coup, un besoin fort de rotation. C'est pour ça que précédemment, il y a eu ces zones presto et ces zones aussi interdites aux résidents. Voilà, dans les centres-villes à fort usage, on atteint un peu les limites et c'est pour ça qu'on est plutôt sur un dispositif de stationnement payant qui permet justement de régulariser, de consolider un peu ce fonctionnement-là dans la durée aussi. Et puis merci Valentin. Et pour répondre à Nicolas Cadas, c'est une question intéressante sur les impacts de ce stationnement payant sur le stationnement gênant type double fil. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit, de par en fait, le plus fort passage des agents de surveillance de la voie publique, on constate une diminution de ce phénomène. Et puis, vous l'avez peut-être noté dans les mois derniers, mais la ville de Lyon est en train de se doter également d'un système qu'on appelle l'API, pour lecture automatique de plaques d'immatriculation, qui va permettre, via des voitures équipées de ces lecteurs de plaques, de contrôler le paiement du stationnement, avec l'un des objectifs de cette mise en place est de libérer du temps pour les agents qui sont affectés à ces missions, afin de leur demander des missions plus intéressantes, plus importantes pour la sécurité des gens, que ce soit pour la sécurité des piétons qui traversent ou des cyclistes sur les pistes cyclables qui sont souvent occupés par les véhicules. Donc, si les véhicules de l'API permettent de dégager du temps pour les agents, on pourra les réaffecter à ces tâches-là plus importantes pour la sécurité de toutes et tous. Donc, c'est bien l'objectif recherché. Pour la vague de stationnement qui suivra, donc en 2023, il faudra que ce soit corrélé au développement de la cyclabilité de la voirie. Je ne sais pas si vous voulez préciser votre question. Alors, oui, donc la route de Vienne, alors concernant la route de Vienne, concernant le 7e arrondissement, elle est effectivement devenue cyclable très récemment avec l'ajout d'un couloir bus-vélo dans le sens sud-nord. Et puis, bien sûr, de toute façon, lors de toute extension du stationnement payant, on étudie les zones, pas uniquement à l'intérieur d'un arrondissement, mais bien globalement, afin de ne pas laisser en fait, de poches gratuites au milieu de quartiers payants, ce qui entraîne en fait des phénomènes là, de report du stationnement et donc d'embolie de l'espace public sur ces zones-là. Donc, je peux préciser la question si vous voulez. En fait, c'était effectivement la route de Vienne et il y a une voie bus qui a été mise, mais pas dans le 7e, sur une partie du 7e, puisqu'on oublie souvent ce qui est au sud de Berthelot, qui fait partie du 7e arrondissement, où là, du coup, il n'y a absolument rien sur la route de Vienne. Et la question était dans le sens du nord vers le sud. C'est qu'en fait, cette route, elle est descendue par beaucoup de gens pour aller dans le 8e et dans le reste de l'agglo. Et là, elle est complètement impraticable à vélo, puisqu'on a deux lignes de stationnement à droite, à gauche, et une double voie dans le même sens pour les voitures. Donc, il ne reste plus que le trottoir sur lequel tout le monde roule. Donc, voilà, l'idée, c'était de signaler ça. Si demain, la zone bleue venait à s'étendre, il faut que, du coup, les autres modes de déplacement soient rendus commodes et possibles sur ce secteur-là. D'accord, merci pour la précision. C'est vrai que cette petite zone-là de ce secteur n'est pas encore cyclable. Ça a été étudié au moment de la mise en place, mais la voirie est un peu plus étroite à ce niveau-là et ne permettait pas de créer ce couloir bus-vélo. En tout cas, je vous confirme que cette petite zone restante au nord de Berthelot sera bien intégrée à la prochaine, devrait être intégrée à la prochaine extension dans les années suivantes. Mais voilà, c'est effectivement un objectif de rendre cyclable un maximum de rues dans Lyon et on y travaille chaque jour.
quelle est l'estimation des ressources supplémentaires générées par l'augmentation des zones payantes? Alors, est-ce que ces ressources seront pointées vers un budget spécifique? Alors, il faut savoir qu'en ville, je laisserai peut-être Madame Marolo répondre sur vraiment l'affectation des ressources à la ville de Lyon. Mais voilà, l'espace, l'entretien de l'espace public lié au déplacement automobile coûte très cher à la ville, à la métropole de Lyon. Et donc, on n'est pas du tout là dans les mêmes budgets. Mais peut-être que sur l'affectation des budgets à la ville ou des forfaits post-stationnement, vous pouvez peut-être préciser les choses? Oui. Alors, tout d'abord, je voulais dire que on met en place une politique de stationnement, non pas pour créer des recettes supplémentaires, mais bien dans des objectifs de mobilité et d'usage vertueux à la fois des véhicules et de la voirie. Donc ça, c'était une première chose. Et puis ensuite, concernant le budget qui est affecté au stationnement, il faut savoir qu'il y a des recettes, mais il y a aussi des dépenses pour l'exploitation. C'est voilà, l'exploitation, c'est l'entretien de la voirie, mais ça c'est côté métropole. Nous, au niveau de la ville, on a les marchés publics qui permettent de gérer les horodateurs, de les entretenir, d'exploiter, d'assurer la régie. On n'a pas d'estimation financière sur les recettes qui pourraient être générées par cette extension en particulier. Bien entendu, le stationnement sur voirie, ça génère des recettes qui sont importantes pour la ville, pour le fonctionnement des services et puis la requalification des espaces publics. Donc ça, c'est des recettes, les produits directs de la vente des tickets, on va dire, pour faire simple. Et en ce qui concerne le forfait post-stationnement, donc il faut savoir que ces recettes du forfait post-stationnement, donc anciennement les amendes pénales, sont versées à la métropole, déduction faite des frais de mise en œuvre de la politique de la décentralisation du stationnement. C'est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ces recettes des amendes, enfin des forfaits post-stationnement, servent à financer les projets de voirie, de partage de l'espace public. Merci. Effectivement, certains le savent, c'est bien aujourd'hui la métropole qui a la compétence sur la voirie et c'est la métropole qui effectue l'ensemble des travaux d'aménagement de voirie et d'espace public, bien sûr en concertation avec la ville et les arrondissements de Lyon. Donc, c'est une mécanique complexe entre la ville et la métropole en ce qui concerne ces projets. Alors, y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole si vous le voulez. Oui, si vous permettez juste une réflexion. Finalement, on se demande, mais c'est pas contre vous spécialement, puisque les zones payantes se font depuis longtemps maintenant, mais on est certain de ne pas comprendre pourquoi on ne met pas en place, on en a parlé tout à l'heure certains, des zones avec le disque ou même une ville entière avec des disques qui seraient contrôlables de la même manière. Et s'il peut y avoir des disques électroniques, des tas de choses, et qui pourraient être contrôlés par ces véhicules qui vont sillonner la ville pour sévir. Alors, ça coûte cher de mettre en place ces horodateurs, vous le dites, vous avez raison, il faut les entretenir. Et en fait, une zone bleue, qu'est-ce qu'elle coûterait? Pas grand-chose, si ce n'est de marquer les endroits, puisque ce que ça ramène, paye l'entretien. Revenons aux disques, il y a des villes qui sont aujourd'hui avec des disques bleus et elles ne seront peut-être pas forcément plus embêtées que la nôtre. Je vous dis, ce n'est pas vous contre vous, nouvelle équipe, que ça se fait depuis longtemps, mais pourquoi n'y revient-on pas? Voilà. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je vais répondre techniquement. Monsieur Lundgren-Strass a déjà bien exprimé en fait
par rapport au dispositif. Le dispositif du DISC, c'est vraiment un dispositif qui est finalement dédié soit à des centres-bourgs, à des villes moyennes, où il y a une problématique un petit peu unique, on va dire, d'accès au commerce. Voilà, mais ça ne permet pas de régler, par exemple, vous voyez la problématique du stationnement des résidents et de pouvoir aussi gérer différents profils d'usagers, comme c'est le cas sur Lyon, où on a vraiment plusieurs usages à gérer, à réglementer avec des dispositifs qui sont différents et qui sont vraiment adaptés, tant en termes de réglementation, on va dire, horaire que de tarifs. Merci. Je lis une question sur Facebook sur le cas des résidents qui ne sont pas dans ces zones payantes, mais qui, comme on l'a dit, en fait, retrouvent leur zone gratuite un peu prise d'assaut et donc sont parfois contraintes de se stationner sur des zones payantes, mais ces riverains ne peuvent pas accéder à la vignette résident. Donc, c'est bien pour ça aussi qu'on a pour objectif d'étendre au maximum le stationnement payant. Et voilà, je suppose qu'il n'y a pas de réponse technique autre que celle-ci à apporter. Non, vous avez effectivement bien résumé. Hein. C'est vrai que c'est l'effet finalement un petit peu consécutif à l'installation du stationnement payant. On a toujours des effets de bord où on a un report des véhicules qui finissent par s'atténuer finalement aussi parce que voilà, on retrouve non pas les résidents qui ont des problèmes pour se garer, mais plutôt, on l'évoquait tout à l'heure, les pendulaires, hein, les domiciles de travail. Voilà, après, comme le disait aussi M. Mignonstra, c'est aussi une question de politique globale, d'alternative, de faire à un moment donné un choix pour se déplacer autrement, que ce soit par les transports en commun ou par le vélo, par exemple, ou par le covoiturage. Donc, c'est vraiment, j'aime bien l'expression un bouquet de services qui permet aussi d'atténuer cet effet-là précisément. Parce que le stationnement, c'est aussi un levier de la politique de mobilité. C'est vrai que ça contraint, mais c'est nécessaire pour libérer de la place et avoir une ville, je pense, plus respirable et plus qualitative à terme. Voilà, donc on continuera à étendre de façon à limiter tous ces effets de bord dans nos arrondissements. Alors, je ne vois plus de questions. N'hésitez pas avant que l'on clôture cette réunion. Non, mais voilà. Si vous n'avez plus de questions, c'est que ça a été suffisamment clair. Et donc, je vous remercie toutes et tous pour cette présentation. Nous aurons l'occasion d'en reparler, hein, puisqu'on l'a vu dans le calendrier, des lettres d'information seront envoyées aux riverains concernés, et puis la mairie du 7e fera de la communication par différents canaux pour vraiment informer le maximum de gens. Et puis, dès ce printemps, vous verrez dans les rues un peu se mettre en place, que ce soit les horodateurs ou le marquage au sol, qui est aussi un gros travail effectué par les services voirie de la métropole, afin que tout soit prêt pour la mise en service du stationnement payant le 1er juin. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Merci Madame Marolo et Monsieur Pachot pour votre présence et vos réponses techniques de qualité. Et puis, si jamais d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à contacter la mairie. Nous serons là pour y répondre et pour vous apporter toutes les informations d'ici cet été. Voilà. Est-ce que Valentin, tu souhaites dire un mot? Écoutez, merci pour votre participation en tout cas et bonne soirée à toutes et tous. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.